Bonjour, je suis Michel Saint-Pierre. Bonjour, je suis Guy de Bailleul. Nous sommes coprésidents de l'Institut Jean Garon. 40 ans après l'adoption de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'Institut Jean Garon a trouvé important de jeter un regard sur l'avenir. Notre comité scientifique a identifié un certain nombre de personnes qui, par leur expérience ou par leur réflexion, illustrent un ou plusieurs des enjeux associés à la mise en œuvre de cette loi. C'est ce que vous pourrez voir dans cette autre entrevue de la Commission Saint-Pierre de Bailleul. Bon visionnement. Bonjour et bienvenue à une nouvelle entrevue de la Commission Saint-Pierre de Bailleul. Aujourd'hui, nous sommes accueillis à la ferme Pittet et nous rencontrons M. Alphonse Pittet qui est copropriétaire de la ferme Pittet et qui est en même temps président du Conseil québécois des productions fourragères. Monsieur Pittet, merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour. Avant d'en venir aux différents enjeux associés à la protection du territoire agricole, j'aimerais bien que vous nous parliez de vous, de votre cheminement, de cette démarche qui a amené à construire cette exploitation un peu impressionnante qu'on a autour de nous. Merci, ça me fait plaisir. Donc la famille Pittet est originaire de la Suisse. Une partie de la famille a déménagé ici à Saint-Tite en 1980. À l'époque, les propriétaires de l'entreprise étaient mon père, mon frère et moi. À la suite de divers événements, je suis devenu l'actionnaire principal avec ma conjointe Claire. Et aujourd'hui, la ferme est propriété de Jérémy, notre garçon, Claire, ma conjointe et moi. Et d'une ferme d'une centaine de vaches au début des années 80, aujourd'hui, c'est une ferme laitière on procède à la traite de 250 vaches avec 500 têtes au total, ce qui en fait une ferme laitière différente de la moyenne pour la région ici. Oui. Et de la moyenne à l'échelle québécoise aussi. Oui, évidemment, de la moyenne à l'échelle québécoise. Et l'autre partie de l'entreprise qui est intéressante aussi, c'est les terres, les superficies, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc l'entreprise a 575 hectares en culture, principalement destinés à la production fourragère, mais nous sommes aussi des producteurs céréaliers par une certaine production de soya et un peu de blé. Alors, comme vous savez, on a souligné il n'y a pas si longtemps les 40 ans d'adoption de la loi de protection du territoire agricole, peu de temps avant que votre famille n'arrive finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez considérer que cette loi, l'adoption de cette loi, là où vous êtes, elle a pu constituer un atout pour le développement de votre exploitation? Ou est-ce que, le cas échéant, ça a pu apporter certaines entraves pour vous ou pour d'autres acteurs agricoles que vous connaîtriez? Moi, je pense qu'il faut analyser la situation d'une façon globale. Globalement, la loi a apporté beaucoup plus de bénéfices que de points négatifs. Puis ça comprend notre entreprise aussi. Étant donné que l'entreprise a tout le temps été en expansion, évidemment, on a souvent été devant les commissaires pour des dérogations ou autre chose. Donc, nous connaissons un peu le type de fonctionnement de la loi. Depuis peu, je suis administrateur au syndicat local de l'UPA. Donc, nous, les administrateurs, on a la chance de voir passer les diverses demandes. Et puis, ce qui me surprend, ce qui a été le cas pour notre entreprise et ce qui est le cas pour l'ensemble des producteurs aussi, des producteurs ou des citoyens, il y a une bonne cohérence dans les décisions des commissaires. On peut dire d'une décision à l'autre, ici dans la région, pour ce que j'en connais, les commissaires sont cohérents et c'est rarement des décisions qu'on pourrait ouvertement critiquer. Pour notre entreprise, parce qu'à Saint-Tite, il y a un contexte assez particulier, c'est le Festival Western. Oui. Donc 2 semaines par année, on a besoin d'énormément de territoire pour recevoir toutes les caravanes et autres qui forment le camping. Fait que s'il n'y avait pas de loi, je n'ose à peine imaginer qu'est-ce que ça serait. Donc à ce niveau-là, on peut penser que la loi a protégé nos terres. Et puis, comme c'est le cas de la majeure partie des villes et des villages au Québec, le village est construit dans les meilleures terres de la MRC. Donc, on voit qu'elle a au moins joué son rôle à ce niveau-là. Oui. Et en même temps, on sait que la loi impose un certain nombre de restrictions quant à la taille des parcelles qui peuvent faire l'objet
soit de démembrement, soit de morcellement. Pensez-vous que ces restrictions ont pu jouer un rôle dans le type de ferme qui s'est mis en place sur le rythme d'accroissement des superficies moyennes des exploitations? Ben, évidemment, à ce niveau-là, on pourrait présumer que la loi a permis aux plus grandes entreprises d'être encore plus grandes. Probablement, ceci dit, moi-même, je n'ai pas de statistiques ou de preuves à l'appui pour le démontrer, mais ça vaudrait la peine de bien l'analyser, parce que le fait de ne pas permettre le morcellement a probablement permis, puis moi, de mon point de vue de producteur agricole, je pense que ça a été une bonne chose. Ceci dit, l'agriculture évolue, on voit aujourd'hui une autre forme d'agriculture qui veut s'installer. Sur des superficies souvent plus petites. Souvent plus petites. Il y a une porte qui s'entrouvre là. Faut-il l'ouvrir complètement, l'ouvrir avec beaucoup de restrictions? Ma famille et moi, on en a parlé de cette problématique, on la voit souvent venir. On n'est pas très ouvert à ouvrir la porte énormément parce que on a été témoin de cas où un des embûches là-dedans, c'est qu'on voit que les citoyens qui font cette demande-là, la majorité sont cohérents, c'est pour réellement exploiter la terre, mais malheureusement, il y a des gens qui en voient un autre usage, dont l'éternel usage, c'est de pouvoir construire ma résidence sur le lot que je convoite depuis des années. Et puis la terre, bien, nous, on est environnés de 2 voisins qui ont fait cette démarche-là. Et pour eux, cultiver la terre, c'est le souci qui vient nettement après. Ah, oui. Et puis malheureusement, bien, on est voisins de terres qui s'en vont tranquillement à l'abandon. Et nous, on serait intéressés à les cultiver, mais ces gens-là n'en voient pas l'utilité. Donc, ils ne sont pas intéressés à nous les louer pour qu'on puisse les développer. Puis après, bien, il y a le voisinage aussi. Il manque une petite partie de cohérence là-dedans. C'est que normalement, les règlements municipaux devraient être plus précis. Ils le sont. On les applique plus ou moins. Qui entretient les cours d'eau? Qui entretient les fossés voisins? Qui entretient les clôtures? Qu'est-ce qui se passe avec le voisin qui laisse pousser les arbres alors que ça devient un empêchement à la culture? C'est assez nébuleux dans l'application. Et alors, on sait que parallèlement à la SAPTAQ, le gouvernement a la capacité d'agir par décret pour éventuellement contourner les démarches conventionnelles de dézonage. Est-ce que vous pensez que cette capacité peut présenter des risques, des dangers? Bien, de l'expérience qu'on a depuis que la loi est en vigueur, on peut penser que chaque gouvernement a utilisé cette façon de faire des décrets pour permettre d'utiliser la zone agricole pour d'autres usages. Comme citoyen, parfois, il faut bien admettre que lorsque c'est pour un ouvrage d'utilité publique, je parle d'un hôpital, d'une route ou tout ce qui sert à l'ensemble de la population, si le terrain disponible et le seul terrain disponible intéressant se trouve en zone agricole, on peut comprendre la volonté du gouvernement de faire un décret qui outrepasserait la volonté de la Commission. Par contre, on a tous été témoins, et je pense que tous les gouvernements l'ont utilisé. Il y a un cas dernièrement bien précis où on voit que ces décrets-là ne devraient pas exister pour favoriser une grande entreprise qui pourrait probablement s'installer dans un autre milieu. Puis là-dessus, j'en suis un, et on est plusieurs à penser qu'il devrait y avoir des restrictions ou décrets. Comment on fait ça? C'est le gouvernement lui-même qui émet les lois, mais toujours est-il que on dirait que cette rendue à un certain niveau, la vision de la protection des terres agricoles n'est pas comprise par tout le monde de la même façon. Puis quand l'exemple vient de haut, c'est difficile pour d'autres gouvernements plus proches de nous de prendre des décisions cohérentes à ce niveau-là. Oui, et on peut avoir l'impression que la liste des priorités, finalement, peut être modulable selon les circonstances. Ouais. Par ailleurs, on s'aperçoit que la valeur prise par les terres agricoles, comme celle d'ailleurs représentée dans une certaine mesure par les quotas, peuvent parfois présenter un handicap pour l'agrandissement ou tout simplement pour la relève.
certains y trouvent l'explication du développement de nouveaux mécanismes, de nouvelles formules d'association entre des investisseurs et des agriculteurs. On pense à des formules comme Pangea, par exemple, mais ce n'est pas les seules. Pensez-vous que ces formules puissent répondre à des besoins en matière de financement pour l'agriculture? À court terme, évidemment que ces solutions-là peuvent être intéressantes, mais sur le long terme, ma pensée, ça rejoint probablement la pensée de beaucoup de familles, de producteurs agricoles qui sont acheteurs de terre, c'est que sur le long terme, on ne connaît pas la destination finale de ces entreprises-là. Et puis, nous, comme producteurs agricoles en place, familles agricoles qui détenons la majorité des terres au Québec, la première vision qu'on en a, c'est que ce sont nos concurrents. Ceci dit, l'achat de terre au Québec, c'est chaque citoyen a le droit d'en acheter. Donc, c'est difficile de voir différemment. Mais moi, je pense qu'on pourrait se passer de ce modèle-là. Il y a sans doute d'autres modèles bien plus intéressants. Parce que le risque à long terme, c'est que présentement, elles sont formées de cette façon qu'on connaît, ces compagnies-là. C'est plus ou moins, moi je dis que c'est plus ou moins opaque, mais ceci dit, je pense que ce sont des compagnies tout de même sérieuses. Mais les générations futures, ou dans le futur, ça représente tout de même des investissements très élevés. Qui va les posséder? Quel contrôle on aura là-dessus? Je pense que personne ne peut le prétendre aujourd'hui. Nous, on y voit plus d'inconvénients que d'avantages et on voit un certain danger pour notre relève lorsqu'ils ont à confronter ces entreprises-là qui ont des capacités financières qui ne ressemblent pas du tout aux familles traditionnelles qui possèdent la terre. Et vous avez pu le constater, les agriculteurs québécois sont plus qu'ailleurs au Canada et beaucoup plus, par exemple, qu'en Europe, attachés à la propriété de la terre. Est-ce que vous pensez que des formules de location, avec un certain nombre de garanties, par exemple des baux à long terme, des baux qui seraient automatiquement reconductibles, par exemple, sauf si le propriétaire veut cultiver lui-même, des baux dont les loyers seraient relativement encadrés, est-ce que ça pourrait constituer une alternative, en particulier pour des jeunes désireux de s'installer en agriculture? Bien, il y a un principe Moi, j'ai été élevé dans un autre pays, une autre région, une autre réalité, où les producteurs agricoles, les familles agricoles étaient largement propriétaires des terres. La Suisse est peut-être un cas un peu exceptionnel. Et je me souviens très bien des revendications, la terre à ceux qui la cultivent, ça m'est resté. Et puis j'aime cette façon de voir les choses au Québec où les familles sont propriétaires des terres. Ceci dit, ça doit être normal dans la transmission des terres que d'autres personnes, d'autres citoyens non agriculteurs possèdent les terres. Et puis qu'une certaine proportion des terres soit gérée par location, c'est sans doute dans la normalité des choses. Par contre, ce qui nous manque, c'est tout l'encadrement des baux. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y a des lois sérieuses qui encadrent les baux. Et probablement que mieux structuré, régi par des lois sérieuses, ça aiderait évidemment la relation entre le propriétaire et le locataire. Aujourd'hui, à peu près toutes les entreprises agricoles qui se sont développées ont une certaine partie des terres en location. C'est un phénomène qui est connu. Et puis moi, je peux vous dire par expérience que c'est pas facile dans tous les cas. Parce que ça reste précaire. Ça reste précaire. Le locataire a peu de recours et le propriétaire a peu de recours aussi, il faut l'avouer, parce que si, admettons, le locataire cultive d'une façon qui est négligente ou autre, la loi... Étant donné qu'il n'y a pas d'encadrement, ça protège ni l'un ni l'autre. Et puis souvent, ça finit par des chicanes ou des choses. Puis moi, je pense que surtout pour encadrer ces grandes entreprises qui veulent posséder la terre, il serait temps qu'on se penche là-dessus et qu'on ait réellement une loi avec des règlements qui encadreraient mieux les baux des terres agricoles. Et ce territoire agricole est donc protégé, mais
comme on le constate dans un certain nombre de régions, il n'est pas nécessairement mis en valeur. Une partie importante du territoire agricole protégé n'est pas cultivée. Qu'est-ce qui peut, d'une part, expliquer cette situation? Et puis, est-ce qu'il y aura des mesures qui seraient propices à une meilleure utilisation de ce potentiel? C'est un phénomène qui est arrivé graduellement, un peu dans l'insouciance des citoyens en général, parce que ici dans la région, on a été témoin de ce phénomène-là, mais il s'est atténué beaucoup parce qu'il y a une belle relève, et puis on est quand même une région qui est propice à la culture, propice à innover dans autre chose, si vous voulez. Mais pourquoi on en est arrivé là? Il doit y avoir un ensemble de facteurs assez importants, dont la dévitalisation des régions, qui ne concerne pas seulement les terres agricoles, mais qui concerne l'ensemble du village, l'ensemble de la société. Ces terres-là étaient utilisées à des fins, par exemple, de bovins de boucherie. Puis on sait ce qui est arrivé au niveau du bovin de boucherie, baisse du cheptel d'environ la moitié. Ça s'est bien passé à quelque part. Malheureusement, on en est rendu là. Que faire pour contrer ça? Bien, il y a un effort énorme de la part de l'ensemble de la collectivité. L'agriculture seule, les responsables de ce phénomène-là ne sont pas seulement les agriculteurs, et ça ne peut pas reposer que sur les agriculteurs. C'est impensable de revitaliser ces territoires. Ceci dit, si on s'en donnait la peine, collectivement, comme société, il y en a des avenues. Moi, j'en suis un qui ne peut pas comprendre pourquoi on n'a pas été capable de garder la production bovine au Québec. On a un territoire qui convient aussi bien que dans l'ouest du pays pour faire cette production-là, mais malheureusement, on n'a jamais été vraiment cohérent avec cette production-là. Elle a reposé trop sur les épaules des producteurs seuls, et de l'UPA entre autres, mais ce n'est pas suffisant pour la maintenir. Puis il y a aussi d'autres productions qui conviendraient à ces régions-là, comme la production de foin, qu'on a oublié. Et puis aujourd'hui, on sait qu'à travers le monde, il y a un besoin énorme de foin. Le Québec n'est même pas autosuffisant pour sa propre consommation et son exportation. Il y a un phénomène qui est particulier, c'est qu'on importe du foin de l'Ouest canadien pour le revendre aux États-Unis ou même le revendre à l'intérieur de la province. Il y a quelque chose à faire là, mais ceci dit, c'est l'ensemble de la société qui doit être conscientisée et ça va demander des investissements assez sérieux. Ma crainte à moi, c'est qu'on prenne la voie facile du reboisement. Ah oui. Évidemment, on comprend qu'il y a certaines zones, ça va être difficile de penser qu'un jour on va les remettre au complet à l'agriculture, mais avant de penser que le reboisement est la seule solution, il y a probablement d'autres avenues à explorer avant ça. Ben, c'est ce qui me paraît apporter une conclusion tout à fait logique à notre entretien. Voilà donc qui clôt un autre entretien de la commission Saint-Pierre de Bailleul.